Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Adriana Lazarescu et je suis gastro-entérologue à l'Université de l'Alberta à Edmonton au Canada. Dans cette série de podcasts, nous discuterons de pathologies digestives rencontrées fréquemment en clinique. Avec moi aujourd'hui dans les studios de Gastro 101 est ma co-hôte, Dr Alicia Demers-Leblanc. Alicia, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais vous présenter le cas d'une patiente qui m'a été référée pour un problème de constipation. Elle a 28 ans et décrit un problème de constipation importante depuis son adolescence. Elle aimerait une solution pour ce problème car elle craint que des toxines ne s'accumulent dans son corps à cause de cette constipation. En moyenne, elle va à la selle une fois par semaine. Ces selles sont dures et ont la forme de boules et elle doit souvent forcer pour les évacuer. Elle a des douleurs abdominales minimes et seulement si elle n'a pas eu de selle au cours de la dernière semaine. Si elle prend suffisamment de laxatifs pour produire des selles liquides, elle n'a aucune difficulté à évacuer. Elle n'a pas d'autres symptômes par ailleurs. Elle ne prend aucun médicament en dehors de contraceptifs oraux et n'a pas d'autres antécédents médicaux. Autre chose de pertinent à l'histoire? Elle essaie d'être physiquement active. Elle boit également d'importantes quantités d'eau pour tenter d'améliorer la consistance de ses selles. Elle a aussi essayé psyllium comme supplément de fibres, ce qui n'a pas aidé. L'examen physique, incluant l'examen de l'abdomen, était essentiellement sans particularité. Qu'entendons-nous médicalement lorsque nous utilisons le terme constipation? Cliniquement, la constipation est définie comme moins de 3 selles spontanées par semaine. Cependant, cette définition ne s'applique pas à tout le monde. Certaines personnes ont des selles de consistance normale, 2 fois par semaine, sans avoir d'inconfort abdominal et sans difficulté à évacuer. Ces personnes n'ont pas nécessairement besoin d'un traitement pour la constipation. À l'inverse, d'autres peuvent aller à la selle tous les jours, mais avoir de l'inconfort et de la difficulté significative à évacuer, et ainsi bénéficier d'un traitement. Par constipation chronique, nous entendons des symptômes de constipation qui sont fréquemment présents pendant au moins les 6 derniers mois. La constipation est-elle toujours anormale? Non. Il est important de noter que de nombreuses personnes souffrent de constipation spontanément résolutive lors de leur déplacement ou avec des changements dans le niveau d'activité physique ou de stress. Ceci est normal et fait partie de la condition humaine. Est-ce que toutes les constipations sont identiques? Il existe 3 principaux syndromes cliniques associés à la constipation chronique. Il est possible d'identifier chacun d'eux en faisant une histoire ciblée. Ces 3 principaux types de constipation chronique sont la constipation à transit lent, le syndrome du côlon irritable avec constipation et la défécation dysynergique, également connue sous le terme anglais outlet obstruction. Il est important d'identifier ces sous-types cliniques car le traitement varie considérablement entre eux. Alors, comment pouvons-nous déterminer le sous-type de constipation? D'abord, concentrons-nous sur les 2 causes les plus courantes de constipation chronique, c'est-à-dire la constipation à transit lent et le syndrome du côlon irritable avec constipation. Il s'avère que ces 2 syndromes ont beaucoup de symptômes cliniques en commun. Les 2 se caractérisent souvent par le passage de selles dures, sèches ou granuleuses, la nécessité de forcer pour évacuer les selles, la sensation de vidange incomplète et des ballonnements ou une plénitude abdominale. Comment pouvons-nous faire la différence entre ces 2 conditions? La principale différence réside dans la présence de douleurs abdominales. S'il est vrai que les patients souffrant de constipation à transit lent ressentent un inconfort lorsque leurs intestins sont vraiment pleins de selles, la douleur n'est pas la principale préoccupation. Chez les patients atteints du syndrome du côlon irritable avec constipation, la douleur abdominale est souvent la principale plainte et la constipation est souvent une considération secondaire. Qu'en est-il de la défécation dysynergique? Ce syndrome est moins fréquent, mais tout de même important à identifier car la prise en charge thérapeutique est différente. Une défécation dysynergique peut être due à un problème fonctionnel ou
a un problème anatomique avec le rectum distal, les sphincters anaux ou le plancher pelvien. Les causes anatomiques sont par exemple la maladie de Hirschsprung, le prolapsus rectal ou le rectocèle. L'anamnèse fournit des indices importants pour le diagnostic. Les patients souffrant de défécation dysynergique ont des difficultés à évacuer même des selles molles ou liquides. Ces patients passent souvent de longues périodes aux toilettes en forçant pour aller à la selle. Certains peuvent noter un prolapsus de la muqueuse rectale par l'anus. Ils peuvent également essayer diverses manœuvres pour aider à évacuer les selles, telles qu'appuyer sur le périnée ou mettre un doigt dans le vagin et pousser vers l'arrière. Certains patients peuvent même tenter d'ouvrir le canal anal avec leurs doigts. La présentation clinique de la défécation dysynergique est assez différente des deux autres types de constipation. Je pense que nous devrions discuter de ce problème dans un podcast dédié. Alors, quelle est ton approche générale du patient souffrant de constipation chronique? Eh bien, l'histoire est très importante. D'abord, il existe un certain nombre de causes secondaires potentielles de constipation qui doivent être identifiées. Par exemple, les facteurs liés au mode de vie, comme le faible apport en fibres et le faible niveau d'activité physique. Il y a aussi des causes médicamenteuses, par exemple les opioïdes, les anticholinergiques, les tricycliques, les anticonvulsivants, les bloqueurs de canaux calciques et les antiacides contenant de l'aluminium. Certaines pathologies endocriniennes doivent aussi être considérées, comme le diabète, l'hypothyroïdie, l'hyperkaliémie ou l'hypercalcémie. Certains troubles neurologiques peuvent aussi causer de la constipation, tels que la sclérose en plaques, le Parkinson ou les tumeurs de la moelle épinière. Les troubles alimentaires comme l'anorexie nerveuse doivent aussi être considérés. Enfin, bien que plus rares, il ne faut pas oublier d'éliminer les causes d'obstruction du tube digestif, comme une néoplasie colorectale. Y a-t-il certains éléments lors de l'évaluation clinique qui peuvent nous faire suspecter une cause secondaire de constipation? Oui, il faut entre autres chercher les signes ou symptômes d'alarme, qui sont des caractéristiques cliniques qui suggèrent la présence d'une maladie grave telle que le cancer du côlon. Voici certains de ceux-ci. Une constipation nouvelle après l'âge de 50 ans, un saignement digestif, de la fièvre ou une perte de poids, des symptômes nocturnes, une masse abdominale ou rectale palpable, des antécédents familiaux de néoplasie du côlon ou des laboratoires anormaux, par exemple, démontrant une anémie ferriprive. Si l'un de ces facteurs est présent, le patient a besoin d'une évaluation plus approfondie du côlon, de préférence par coloscopie. Donc, tous les patients présentant de la constipation chronique n'ont pas besoin d'une coloscopie? Non. La coloscopie n'est généralement pas requise en l'absence de symptômes d'alarme et la plupart des patients peuvent passer directement au traitement. J'ai tendance à demander des tests de laboratoire de base, c'est-à-dire une formule sanguine complète et un dépistage des maladies thyroïdiennes, du diabète et de l'hypercalcémie. Sachez que pour que la constipation soit due au diabète, il faut généralement un contrôle sous-optimal du diabète durant plusieurs années. Alors, Adriana, de quel type de constipation penses-tu que notre patient souffre? Eh bien, elle a ce problème depuis au moins 10 ans. Elle a également très peu de douleurs abdominales, ce qui suggère qu'il ne s'agit probablement pas d'un syndrome du côlon irritable avec constipation. De plus, elle est capable d'aller à la selle si elle a des selles liquides, ce qui rend moins probable un problème de défécation dysynergique. En raison de ces facteurs, je pense qu'il s'agit d'un diagnostic de constipation à transit lent. Je suis d'accord avec toi. À ce stade, que ferais-tu? Souhaites-tu demander des tests de laboratoire? Une imagerie abdominale? Aimerais-tu investiguer davantage avec une coloscopie? Ou alors procéderais-tu directement à la thérapie? Eh bien, il s'agit d'une jeune femme de seulement 28 ans, ce qui rend un diagnostic de cancer du côlon assez improbable. De plus, il n'y a pas d'autres symptômes d'alarme tels que des saignements digestifs ou une perte de poids. Pour ces raisons, je ne pense pas qu'une coloscopie soit nécessaire. Je ferai simplement quelques tests de laboratoire de base, comme une formule sanguine complète, des électrolytes
une calcémie et un TSH. De plus, si la patiente n'a pas eu d'imagerie de l'abdomen dans les dernières années, j'ajouterai une radiographie simple de l'abdomen afin d'évaluer s'il y a présence d'impaction fécale colique pour orienter ma thérapie. Parfait. Et si nous discutions de l'approche thérapeutique de la constipation chronique lors d'un prochain podcast de Gastro 101? Bien sûr, faisons cela. À la prochaine!